Salut les Poképotes, on se retrouve donc dans cette deuxième vidéo pour parler de l'introduction au champ cardio-respiratoire, deuxième partie. Donc on a vu dans la première partie deux séquences. La première séquence sur les généralités et ainsi que l'anatomie pulmonaire, ainsi que la paroi du tronc pour les insertions musculaires. Et maintenant, nous allons voir les trois nouvelles séquences qui ont porté sur la réadaptation cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire chronique, ainsi que les EFR et un petit peu nous en parler de la plaie. Je précise que les diapos sont quasiment complètes. Et il y a quelques infos que je n'ai pas mises qui seront dans la fiche complète, qui, elle, sera complète dès la toute rentrée. Donc, nous allons pouvoir attaquer dès maintenant. Donc, cette troisième séquence va porter sur les EFR, la plèvre, pneumothorax, ainsi que la radio thoracique. Donc, vous avez déjà vu ces quelques notions en physio. Nous allons faire un petit rappel. Donc, nous avons le volume résiduel. Donc, c'est le volume qui n'est pas mobilisé, qui reste dans les poumons après une expiration, puisque je vous le rappelle, on ne peut pas vider totalement le corps de son air. Ensuite, nous avons le volume courant. C'est le volume d'air qui est inspiré et expiré à chaque respiration, qui est d'environ 0,5 litres. Le volume de réserve expiratoire, c'est le volume qui est expiré lors d'une expiration forcée et volume de réserve inspiratoire lors d'une inspiration forcée. Nous avons la capacité vitale qui est égale à la somme du volume courant, du volume de réserve inspiratoire et de réserve expiratoire, et la capacité pulmonaire totale qui est égale à la capacité vitale ainsi que le volume résiduel. Donc voici quelques schémas du prof, il me semble. Donc nous avons ici les EFR qui sont des explorations fonctionnelles respiratoires. Donc vous pouvez bien voir ici le volume courant, le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire, la capacité vitale forcée qui est donc la somme du VRI, VRE du volume courant et la capacité pulmonaire totale quand on ajoute le volume résiduel. Donc la plèvre. La plèvre, c'est une séreuse à double feuillet. Les séreuses, c'est des fines enveloppes qui tapissent les cavités de notre corps. Donc nous avons la plèvre viscérale, qui tapisse le poumon ici, et la plèvre pariétale, qui ici recouverte la cage thoracique. Et entre deux, nous avons la cavité pleurale. Donc c'est une cavité virtuelle physiologiquement. Et si par exemple il y a du liquide ou qu'elle se remplit, c'est pathologique. Et nous allons le voir tout de suite. Donc, voici ici quelques pathologies. Donc, un pneumothorax, c'est quand il y a de l'air qui est dans la cavité pleurale, donc entre les deux feuillets, plaie viscérale et pariétale. L'hémothorax, c'est quand il y a du sang dans la cavité pleurale, pardon. La pleurésie, c'est quand il y a du liquide qui est entre ces deux feuillets. L'ampième, c'est une infection de la cavité pleurale où il y a du pus qui va être dans la cavité pleurale, donc. Et le chirothorax, c'est épanchement intrapleural de chyle. Donc le chyle, c'est aussi un liquide de la digestion. Le pneumothorax. Donc le pneumothorax, c'est la rétraction d'une partie du poumon ou du poumon complet sur son île. Et ça va donner une radiographie totalement noire où on voit que les viscères vont remonter. Donc, à partir de maintenant, je vais vous faire pendant quelques minutes un petit topo sur les radios parce que le prof vous montre des images ci-contre, mais il ne les détaille pas. Ça sera seulement pour votre compréhension et très important pour l'an prochain quand vous serez en P2, surtout en médecine. Donc, grâce à mes cours et ce que j'ai commencé à voir, je vais essayer de vous expliquer comment déjà lire une radio. Donc, un petit topo radio. Donc, ici, c'est une radiographie de thorax normal. Je vais vous dire pourquoi. Donc, en radio, on parle de densité. Et après, on va avoir quand il y a, quand c'est trop clair, une hyperclarté. Et si c'est très dense, une hyperdensité. Donc là, c'est normal parce qu'on peut voir le cœur qui est blanc. Donc, c'est densité normale. Et on voit ici sur ce poumon gauche que c'est pas très tout clair. C'est normal aussi. Alors que à la radio de droite, pardon pour vous, on a un pneumothorax gauche ici, car on peut voir une hyperclarté. Vous voyez que c'est noir. Ne faites pas attention aux flèches ici, mais c'est plus clair qu'ici. Et donc, on peut voir ça, c'est une hyperclarté qui est caractéristique d'un pneumothorax. Et ici, c'est un pneumothorax gauche, parce que c'est de l'air
D'accord. Je vous fais également un petit topo sur les scanners. Scanner, tomodensitométrie. Donc ici, nous avons un scanner normal. Donc il y a plusieurs fenêtres en scanner. Donc c'est pour ça que c'est plus noir ici et plus blanc, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément pathologique ou pas. C'est juste la fenêtre qu'on utilise. Là, c'est plus osseuse et ici, plus pulmonaire. Donc il est normal, vu qu'on peut voir les deux poumons qui ont une densité équivalente. Alors qu'ici, on peut voir que c'est un peu plus noir dans cette partie. C'est-à-dire que c'est plus clair et donc il y a de l'air. Donc de l'air, c'est un pneumothorax du poumon droit, car je rappelle, c'est la droite et la gauche est inversée. On finit aussi par l'hémothorax. Donc là, c'est des radios, des images que nous montre le professeur dans sa vidéo. Donc on a un hémothorax gauche ici, car on a du liquide, une hyperdensité, et ici. On ne peut pas forcément distinguer l'hémothorax d'une pleurésie ou d'un épanchement pleural ici sur les radios, donc c'est du liquide comme ça. Passons ensuite à la séquence 4, qui est l'insuffisance respiratoire chronique. Donc, qu'est-ce que l'insuffisance respiratoire chronique, que l'on appellera plus communément IRC dans les prochaines diapos? Donc, c'est l'impossibilité pour l'appareil respiratoire d'assurer normalement l'oxygénation du sang artériel. Et donc, on a une hypoxie, donc un manque d'oxygène dans les tissus. Donc, quel va être le rôle du kiné pour pallier à cette hypoxie, cette IRC, c'est de la diminuer et en augmentant l'apport en oxygène. Donc, on va voir qu'il y a deux types d'IRC, l'IRC obstructive et l'IRC restrictive, mais il faut faire très attention, ce ne sont pas les mêmes étiologies, pas les mêmes causes qui vont causer cette insuffisance respiratoire chronique, donc nous n'allons pas avoir les mêmes pathologies. Donc, passons tout de suite aux étiologies de l'IRC obstructive. Donc, nous avons la mucoviscidose, la BPCO, l'emphysème, l'asthme à dyspnée continue et la dilatation de bronches. Donc, ces pathologies ne sont pas vraiment détaillées par le prof dans la vidéo. Il vous les liste simplement comme ça en tant qu'étiologie. Donc, moi, je vais essayer de plus les détailler pour que vous arriviez quand même à comprendre et pas que vous appreniez bêtement par cœur ces étiologies. Donc, la mucoviscidose, c'est une maladie. Tout d'abord, je vais revenir sur qu'est-ce que l'IRC obstructive. L'IRC obstructive, c'est quand l'air ne va pas pouvoir rentrer, obstruction, comparé à restrictive, où là, c'est le poumon qui ne va pas pouvoir assez s'expandre. Donc, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui est héréditaire. Et en fait, il va y avoir du liquide qui va rentrer dans les bronches. Et du coup, il va y avoir une obstruction et l'air ne pourra pas rentrer, donc insuffisance respiratoire. La BPCO, c'est bronchopneumopathie chronique obstructive. Donc là, ça va être dû à une inflammation, comme on peut le voir ici, ou à une obstruction. Il va y avoir parfois du mucus aussi. Et donc, obstruction, donc l'air ne va pas pouvoir rentrer et il ne va pas y avoir une ventilation assez efficace, insuffisance respiratoire. L'emphysème, donc l'emphysème ici, ça va être la destruction des alvéoles. Donc les alvéoles, c'est l'endroit où se passe la respiration. Et sauf que dans l'emphysème, elles vont être détruites. Donc elles ne vont pas pouvoir assurer les échanges respiratoires. Donc elles sont détruites. Obstruction, insuffisance respiratoire chronique. L'asthme à dyspnée continue. Donc, c'est l'asthme, on peut le voir ici. Donc, normalement, l'air qui arrive dans les alvéoles avec la bronche qui est normale. Et en cas d'asthme d'inflammation, on va voir que le diamètre de la paroi va être réduit. Donc, il y a moins d'air qui va pouvoir rentrer. Donc, une insuffisance respiratoire. Et ce qu'il distingue de l'asthme normal, l'asthme à dyspnée continue, la dyspnée, c'est une difficulté à respirer, c'est-à-dire qu'on va avoir une difficulté à respirer constante. Et enfin, la dilatation de bronches. Donc, la dilatation de bronches, c'est que les bronches vont perdre leur forme. Donc, il va y avoir, par exemple, du mucus qui va s'accumuler. Et donc, il peut y avoir possiblement une obstruction, insuffisance respiratoire chronique, obstructive. Donc là, c'est un petit mémo que j'avais utilisé en reprenant les premières lettres à chaque fois. M, B, E,
A et D. Donc Mbappé boit de l'eau à 2A. Si ça vous aide, vous pouvez essayer de le mémoriser, sinon vous pouvez l'oublier. On passe ensuite aux étiologies de l'IRC restrictive. Donc restrictive, je rappelle, c'est le poumon qui ne peut pas s'expandre. Donc là aussi, on a plusieurs étiologies. Les maladies neuromusculaires, pathologies interstitielles, l'atteinte de la cage thoracique, les déformations et les pathologies pleurales. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu également. Donc les maladies neuromusculaires, il peut y avoir un problème au niveau de la commande motrice des muscles neuronales. Donc ça peut en avoir un impact sur le poumon. Donc le poumon, il aura du mal à s'expandre, par exemple. Donc il y a moins d'air qui va pouvoir passer. Donc restrictive, insuffisance respiratoire chronique, restrictive. Les pathologies interstitielles, donc on peut le voir ici avec une alvéole pulmonaire normale et en cas de fibrose. Donc on voit que les parties en blanche où il peut y avoir la respiration, elles sont diminuées. Donc diminuer, c'est restrictif. Donc il a une insuffisance respiratoire chronique restrictive. Atteinte de la cage thoracique, ça va rejoindre un petit peu les déformations. Donc il va y avoir un problème de la cage thoracique. Donc les poumons vont se retrouver comprimés, ils ne vont pas être dans leur espace normal pour pouvoir s'expandre et faire les échanges. Et donc restrictif, insuffisance respiratoire peut mener à des problèmes de ventilation et insuffisance respiratoire chronique. Et enfin, les pathologies pleurales comme le pneumothorax ou la pleurésie. Donc, on a vu dans l'exemple précédent que le pneumothorax, il y avait le poumon qui était rétracté sur son île, qui était collabé. Donc, il ne va pas pouvoir s'expandre vu qu'il est plus petit. Et donc, ça va causer une insuffisance respiratoire chronique restrictive. Ensuite, que doit faire le kiné dans un bilan? Donc, tout d'abord, il doit réaliser un examen clinique complet. Donc avec les prises de périmètre abdominal, la mesure de mobilité et des palpations. Ensuite, il doit réaliser les EFR, les explorations fonctionnelles respiratoires, pour déterminer si l'IRC elle est d'origine obstructive ou restrictive. Ensuite, il va faire une gazométrie artérielle, les gaz du sang, pour confirmer si... et la confirmation d'IRC interviendra si la pression artérielle en O2, en oxygène, est inférieure à 70 mm de mercure, que normalement, elle est comprise entre 80 et 100 mm de mercure. Ensuite, on va pouvoir avoir une radiographie thoracique et un scanner, tomodensitométrie, TDM. Passons ensuite à la réalisation pratique de l'oxygénothérapie. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'inhalation d'un air enrichi en oxygène par voie nasale ou buccale et le patient il est en ventilation spontanée. Donc, on va pouvoir avoir l'oxygénothérapie au long cours, sur une longue durée de temps, pour pouvoir rétablir la respiration normale du patient. Donc, cette oxygénothérapie au long cours, elle peut corriger l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est quand il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang, à ne pas confondre avec l'hypoxie, c'est quand il y a un manque d'oxygène dans les tissus. L'inadéquation ventilation-perfusion, parce que des fois, la ventilation va pouvoir se faire, mais les échanges vasculaires ne vont pas être suffisants, la perfusion. Et ensuite, l'altération, pour finir, de la diffusion alvéolo-capillaire, les échanges gazeux, oxygène, CO2, dioxyde de carbone. On peut avoir également la trachéotomie, qui est une intervention chirurgicale qui consiste à effectuer une petite ouverture au niveau de la trachée. Qu'on peut le voir, il peut y avoir plusieurs effets positifs, négatifs. C'est toujours en deuxième intention. Donc, au niveau des effets positifs, on a une réduction de l'espace mort anatomique. Ça va faciliter l'aspiration endotrachéale et ça va réduire les résistances des voies aériennes. Sauf que l'inconvénient, c'est que c'est plus invasif par rapport à l'oxygénation à domicile avec un apport bucco-nasal qui, elle, n'est pas invasive. Donc, on va voir les indications, c'est-à-dire les situations dans lesquelles on va faire cette trachéotomie. Donc, au décours d'un épisode aigu du fait de la difficulté de sevrage, ou au décours, excusez-moi, j'ai oublié un C, d'un échec d'une ventilation nasale. Donc, on passe au premier QCM.
pour vous entraîner. Donc, je vais lire l'énoncé comme la dernière fois. Vous pourrez mettre pause sur vidéo et on aura la correction juste après. Donc, à propos des étiologies de l'IRC chronique obstructive, indiquez là où les propositions correctes. Donc, premièrement, l'emphysème, le pneumothorax, la BPCO, les pathologies interstitielles où toutes les réponses sont fausses. Donc, les réponses, c'est A et C. Donc, l'emphysème et la BPCO, on a bien vu que c'est obstructif. Le pneumothorax, fait partie des pathologies pleurales, donc c'est étiologie restrictive. Et les pathologies interstitielles, on a vu que c'était l'étiologie restrictive avec le schéma, la fibrose. Et eux, c'est faux, vu qu'il a des réponses justes. On passe donc à la dernière séquence qui est la réadaptation cardiovasculaire. Donc, il va y avoir plusieurs objectifs de cette réadaptation cardiovasculaire. On va commencer par les objectifs psychosociaux. Donc, ça va être de restaurer la confiance du patient, de prévenir les syndromes dépressifs qui sont souvent liés aux infarctus, on en reparlera plus tard, améliorer l'adaptation au stress et reprendre une activité physique satisfaisante pour intégrer le patient dans une meilleure qualité de vie. Les objectifs médicaux vont être de diminuer la morbidité. La morbidité, ça va être les séquelles, les conséquences d'une maladie. De réduire la symptomatologie, donc les symptômes, et de diminuer la mortalité, les décès. Et enfin, les objectifs kinésithérapiques spécifiques. Donc, ça va être d'améliorer l'adaptation périphérique, donc en périphérique des doigts, des pieds, par exemple, améliorer la récupération et aussi de développer une circulation collatérale. Parce que dans le corps, le corps, quand il a un problème au niveau de la vascularisation à un certain endroit, par exemple, il va pouvoir mettre en place d'autres voies de circulation pour que les échanges continuent à se faire et qu'on reste dans de bonnes conditions d'oxygénation, de perfusion. Donc, il va développer une circulation collatérale. Donc, voici les indications de la réadaptation cardiovasculaire. Là aussi, elles ne sont pas détaillées par le professeur dans les vidéos que vous pourrez voir sur Moodle. Donc, je vais vous les détailler. Nous avons l'angor stable, l'infarctus du myocarde, le montage aorto-coronarien, les chirurgies valvulaires, donc c'est les valves du cœur, mitrale, tricuspide, chirurgie des malformations et transplantation, insuffisance cardiaque. Donc, l'angor stable, c'est également appelé l'angine de poitrine. C'est une douleur qui va apparaître souvent à l'effort à cause comme on peut le voir ici, d'un rétrécissement à cause d'une plaque. Donc, l'artère coronaire le diamètre de l'artère coronaire va être réduit à cause de cette plaque. Et donc, les échanges, le sang va moins pouvoir passer. Et lors d'un effort, comme on a besoin de plus de besoin de centre d'oxygène, cette douleur va apparaître, mais elle est stable parce qu'elle survient toujours pour un même type d'effort et en général pas au repos. L'infarctus du myocarde, donc on peut le voir ici, c'est quand il va y avoir un caillot, quand la plaque va être trop grande, il va y avoir une obstruction complète d'une artère, donc le sang ne passera plus du tout. Il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène d'ischémie, et il va y avoir aussi ce qui va mener à une nécrose, et donc possiblement à un infarctus du myocarde. Le pontage aorto-coronarien, donc par exemple, quand il y a une ischémie, ce pontage orthocoronarien, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à utiliser un pont entre l'aorte et les artères coronaires grâce à d'autres artères pour pouvoir continuer à vasculariser la partie qui a été en ischémie avec d'autres voies. On a les chirurgies donc valvulaires des valves cardiaques, malformations, les transplantations, parce qu'au décours d'une transplantation cardiaque, on va avoir une réadaptation du cœur et l'insuffisance cardiaque. Mais il y a quand même des contre-indications à cette réadaptation cardiovasculaire. Donc, nous avons l'angor instable. Donc là, la différence de l'angor stable, l'angor instable, il peut se venir au repos
Et il peut évoluer vers un infarctus du myocarde, comme on l'a vu précédemment, vers une ischémie. L'insuffisance cardiaque décompensée, donc c'est quand le cœur n'arrive pas à répondre aux besoins, euh, aux besoins qui lui sont nécessaires. Et donc, on peut arriver à cette insuffisance cardiaque décompensée. Et les troubles du rythme cardiaque sévère, dans ces trois cas-là, on ne fait pas de réadaptation cardiovasculaire. Donc maintenant, nous allons voir les phases de la réadaptation cardiovasculaire. Donc là, à cause de ma tête, vous voyez peut-être pas. Donc, nous avons la phase 1 en post-infarctus, qui est aiguë du 7e au 14e jour. La phase 2 correspond à un réentraînement au 21e jour. Et la phase 3, ça sera un entretien à vie afin de maintenir les constantes. Les critères de surveillance du réentraînement. Donc, nous avons les critères objectifs. Donc, ce sera la fréquence cardiaque, l'ECG, on va en reparler, et la tension artérielle, ainsi que les critères subjectifs. Donc, ça va être le comportement à l'effort, l'aspect du patient, la fatigue, la pâleur, moiteur, l'essoufflement et la douleur. Passons ensuite à l'électrocardiogramme. Donc, l'électrocardiogramme, ça va être un test qui va permettre de voir éventuellement des troubles du rythme chez les patients. Donc, pour les troubles du rythme, on a la tachycardie. Donc, c'est le cœur qui bat plus vite que la normale. On a la bradycardie. Le cœur, excusez-moi, le cœur bat moins vite que la normale. Et on a l'arythmie où il y a comment dire, un déphasage entre les ventricules et les oreillettes. Et on va voir, ça fait comment dire, un dessin caractéristique sur le CG. On a ensuite les troubles de l'excitabilité. Donc, on va avoir une extrasystole auriculaire, une extrasystole supraventriculaire et une extrasystole ventriculaire. On le reverra sur le CG. Ce sera plus pour votre compréhension. Je ne pense pas qu'il y aura de questions dessus à l'examen, parce que c'est un peu compliqué en première année. Mais ça sera très intéressant pour vous, surtout pour l'an prochain, parce qu'il faudra on apprend dès la deuxième année en médecine à lire des ECG. Et en avant la fibrillation, c'est une forme d'irrégularité du rythme cardiaque qui résulte d'une perturbation des signaux électriques du cœur. Alors, la tachycardie, donc à chaque fois, j'ai pris le schéma qui est dans la vidéo du prof et je vous ai rajouté des schémas pour qu'on vous compreniez mieux. Donc, le cœur bat plus vite. Donc, on le voit ici. Donc, on a une norme, par exemple, pour calculer la fréquence. Qui est assez simple, enfin plus facilement. Donc, on va pas pouvoir zoomer, peut-être un petit peu. Donc, en fait, il faut prendre, vous prenez 300 et vous divisez par le nombre de grands carreaux, ici les nombres de grands carreaux, qu'il y a entre deux pics. Donc, c'est entre deux ondes RR, on dit. Donc, faites 300 divisé par ce nombre de grands carreaux. Et il faut trouver un nombre entre 50 et 100. Si on est inférieur à 50, on sera en bradycardie. Et si on est supérieur à 100, ça sera une tachycardie. Donc là, on n'a pas les petits les carreaux, mais on voit que c'est très rapproché. Donc on peut dire que c'est une tachycardie. Et là, on voit aussi que c'est assez rapproché, il doit y avoir moins de 3 carreaux. Donc on a une tachycardie. Donc ici, une bradycardie, un exemple. Donc on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux même. Donc si on fait 300 divisé par 6, on trouve 50. Donc 50, on est dans une bradycardie, donc le cœur bat moins vite que ce qu'il devrait habituellement. Une arythmie, donc c'est une désynchronisation entre les ventricules et les oreillettes. Donc on voit ici le rythme est irrégulier. Euh, un coup, là, on peut voir que l'intervalle est élevé, faible. Donc il y a une désynchronisation. Donc c'est ça l'arythmie. Une extrasystole auriculaire. Donc on voit ici qu'on a les ondes P qui correspondent à la dépolarisation auriculaire.
Et là, on a une onde P qui P', qu'on dit, qui est prématurée. Donc, et après, on a ce qu'on appelle une extrasystole auriculaire. Ici, normal. Et là, c'est une onde P' qui apparaît de manière inopinée. Une extrasystole supraventriculaire. Donc ici, on a un complexe QRS qui apparaît prématurément. Et on voit du coup que l'intervalle après des ondes est plus élevé en comparaison. Donc, ce qui va différencier, comme on va le voir après, l'extrasystole supraventriculaire d'une extrasystole ventriculaire, c'est l'épaisseur, la largeur des QRS. Donc ici, on voit qu'ils sont très fins. Ici et ici, je vous ai fait avec les petites flèches. Et on verra sur les extrasystoles ventriculaires qui vont être plus larges. Et c'est ça qui permet de différencier une extrasystole supraventriculaire d'une ventriculaire. Hop. Donc ici, on voit bien, l'espace, il est plus grand. C'est très caractéristique. Donc ça, c'est une extrasystole ventriculaire. Ici, et je vous remonte ici avec les flèches. Ça, c'est une fibrillation. Donc, fibrillation, c'est des trémulations de la ligne isoélectrique. C'est une tachycardie qui est très irrégulière et on voit qu'il n'y a pas d'onde P. Donc, ça, la fibrillation. Après, on a les différents types de fibrillation, mais le prof ne les détaille pas et ce n'est pas nécessaire cette année pour votre apprentissage. Ensuite, on a les troubles de la conduction. Donc, on peut voir ici un bloc sino-auriculaire où il y a 2 fois l'intervalle RR comparé à ici. Il est 2 fois plus grand si on compare. Et les blocs auriculo-ventriculaires BAV, où l'on voit qu'il va y avoir des ondes P qui vont être bloquées et qui vont apparaître de manière inopinée alors qu'elles ne devraient pas être là. Il y a plusieurs types de blocs auriculo-ventriculaires, mais vous n'avez pas besoin de les connaître, juste reconnaître ceci. Les troubles de la dépolarisation. Donc, on peut avoir un sous-décalage du segment ST. Donc, c'est ici. En fait, il faut se comparer par rapport à la ligne isoélectrique. Donc là, et là, on peut voir que le segment, il est en dessous de cette ligne. Si on trace un trait ici, le segment, il est sous cette ligne. Donc, c'est un sous-décalage ST. Donc, ça va être une lésion sous-endocardique. L'endocarde, c'est le feuillet interne du cœur. Et ici, on a un sus-décalage du segment ST. Donc, par rapport à la ligne, on voit bien que le ST est au-dessus de cette ligne. Et donc, ce sus-décalage ST, c'est une lésion sous-épicardique. Donc, l'épicarde, c'est le feuillet externe du cœur. Pour finir sur l'ECG renseigne également sur des problèmes coronariens. Donc, on a l'athérosclérose, ça correspond à un bouchon graisseux, c'est une obstruction des artères coronariennes. Donc, ici, on a une paroi artérielle normale avec à pression artérielle normale. Et au fur et à mesure de la vie, en fonction de notre mode de vie, d'alimentation surtout, il y a des lipides qui vont s'accumuler à cause du cholestérol, ce qui peut former une plaque d'athérome, ça s'appelle, et mener à de l'hypertension. Et donc, cette plaque va obstruer, il va y avoir une obstruction des artères coronariennes, ce qui fait l'athérosclérose. Et on l'a vu précédemment que cette obstruction, si elle est complète, elle peut amener à une ischémie et ensuite à un infarctus du myocarde qui est gravissime. Et on a aussi le spasme coronarien. Ça, c'est un rétrécissement également de l'artère coronaire, mais il n'y a pas de bouchon de graisse. On peut le voir ici, c'est simplement un rétrécissement, mais qui n'est pas dû à de la graisse. On finit avec un petit QCM également. Donc, à propos des indications de la RCV, de la réadaptation cardiovasculaire, indiquez là où les propositions correctes. Donc, transplantation, chirurgie valvulaire, pontage véno-coronarien, encore instable, et toutes les propositions sont fausses. Vous pouvez mettre pause
pour répondre à ce QCM et je vous affiche la correction maintenant. C'était les réponses AB, les transplantations et la chirurgie valvulaire. Donc, ce n'était pas le pontage véno-coronarien, mais aorto-coronarien. Et justement, l'angor instable, c'est faux parce que c'est une contre-indication. C'est l'angor stable qui est indiqué pour la RCV. Et comme la dernière fois, je vous laisse avec une petite question flash. Donc, je ne mettrai pas la correction et je vous laisserai revoir la vidéo ou après voir la fiche quand elle sortira pour la correction. Donc, qu'est-ce qu'un pneumothorax? Donne trois étiologies d'insuffisance respiratoire chronique obstructive, trois étiologies d'insuffisance respiratoire chronique restrictive, donne trois indications de la RCV, de la réadaptation cardiovasculaire, et quelles sont les contre-indications de la RCV. Et voilà, c'est déjà la fin de ce cours et de cette rentrée pour moi. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Courage, vous êtes des boss. Ce que vous faites jusqu'ici, c'est incroyable. Il y a peu de personnes qui arrivent, donc soyez-en fiers. Surtout, croyez en vous et rappelez-vous pourquoi vous travaillez autant depuis plusieurs mois. On l'oublie parfois. On est tellement plongé dans cette première année qu'on ne se rappelle pas forcément pourquoi on s'est lancé dedans. Donc, rappelez-y, croyez en vous et vous allez voir, ça va le faire. Merci de m'avoir écouté et ciao, ciao.